Maintenant, je vais ouvrir la période de questions. La parole est à vous, mesdames, messieurs. Je vous demanderai de juste faire le signe, on va vous donner la parole et on a déjà un volontaire. Je n'ai pas de micro, malheureusement, mais allez-y, projetez. Il n'y a pas de problème. Oui, voulez-vous donner votre nom, s'il vous plaît? Bonjour, monsieur. Bonsoir, monsieur Bourdage. Oui. Vous avez raison. Bon, merci, M. Bourdage, de votre question. D'abord, si vous avez senti qu'il y avait du négativisme dans mes propos, dans mes publications Facebook, vous dites que vous ne les avez pas lus, mais vous avez du... OK. Bon. Écoutez, c'était pas mon but d'être négatif dans mes propos, dans mes publications Facebook. Je pourrais regarder ça, puis bon, écoutez, que je voulais vous dire, c'est fait. Depuis le 30 août, j'ai fait des publications sur ma page Facebook, une par semaine jusqu'à aujourd'hui, puis là, il m'en reste encore à faire. Je veux dire, oui, j'aime la ville de Bonaventure. Parce que si je n'aimais pas la ville de Bonaventure, je ne me présenterais pas à la mairie, tu sais. Ça, c'est sûr. J'aime vraiment la ville de Bonaventure, je l'aime depuis toujours. Parce que, comme vous savez, en tout cas pour certains, mes parents viennent de Bonaventure, mais jeunes mariés s'en ont été s'installer à Gaspé. Moi, je suis né à Gaspé, mais je disais à mes parents quand j'étais jeune, quand est-ce qu'on déménage à Bonaventure? Quand est-ce qu'on déménage à Bonaventure? On est toujours à Bonaventure, j'aimais Bonaventure. Maintenant, à un moment donné, quand j'ai décidé de revenir en Gaspésie, ben, c'est là que j'ai décidé de m'emmener à Bonaventure. Je m'en ai pas été à Gaspé, je m'en ai venu à Bonaventure parce que je suis attaché à ce village-là. Maintenant, on parle de la rue Grand-Pré, hein, c'est ça, hein? Bon. La rue Grand-Pré, là, j'en ai parlé avec plusieurs partenaires, là, je veux dire, je n'aimerais pas de nom, là, mais des commerçants, puis des gens qui ont pignon sur rue, sur la rue Grand-Pré. On a un gros problème avec la rue Grand-Pré. D'abord, elle appartient au MTQ, là, elle ne nous appartient pas à nous. Puis on a un gros problème de sécurité. Puis je me dis, ça va être dur de revitaliser la rue Grand-Pré, puis de l'améliorer, puis de faire une rue plus invitante, sans passer par la réfection complète de la rue Grand-Pré. Hein? Parce que, je veux dire, moi, je me promène là en vélo, là, puis je peux vous dire, c'est dangereux. Là. Les trottoirs sont maganés, il n'y a pas de place pour les vélos, il n'y a pas beaucoup de place pour les piétons. Régulièrement, on voit passer des piétons l'autre côté de la rue, sur le terrain des maisons. C'est un gros défi qu'on a pour la rue Grand-Pré, du côté de la réfection, de faire une rue plus sécuritaire, plus invitante. Maintenant, en attendant que ça se passe, ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça qu'il faut faire. D'abord, vous savez, à Bonaventure, c'est particulier. Je veux dire, la route 132, les touristes, ils ne rentrent pas dans le village, ils passent parce que pour rentrer, il faut, contrairement à tous les autres villages de Ville-des-Chaleurs, il faut rentrer dans les terres. Mais on n'a aucune affiche qui nous dit, quand on passe sur la 132, qu'est-ce qu'il y a dans ce village-là? On a des services, on a des commerces, il faut indiquer ça aux gens, tu sais, parce que ça aussi, les commerçants m'ont parlé de ça. Le monde passe, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a dans cette rue-là, tu sais. Fait qu'on a un gros travail d'information à faire, hein? Puis, il faut, en attendant que la réfection de cette rue-là, ben, écoutez, faut trouver des bonnes idées, il faut essayer de la revitaliser, essayer d'améliorer un petit peu la sécurité tant qu'on peut, mais comme j'ai dit tantôt, tout va passer par la réfection de la rue. Monsieur Bourdage, je vous invite à venir au micro parce qu'on a des gens qui nous suivent via Facebook. Je pense que ça va être beaucoup plus facile pour eux d'entendre les questions si vous venez au micro. Oui. Je vais aller vous rejoindre un petit peu, là, mais j'ai pas de long fil.
Bon, ma question est à Roch. Je te présente pour deuxième ou troisième mandat? Troisième. Ça n'a pas été long, je peux comprendre. C'est à peu près la même question. La rue Grand Prix, les commerces ferment un après l'autre. Puis on regarde ça quasiment les yeux à moitié ouverts. On se fait damer le pion parmi Richmond que le parc industriel évolue à grande vitesse. Et nous, on ne pense pas développer une zone industrielle. Oui, non, il n'y a rien dedans. Donc, toi, dans ton prochain mandat, c'est quoi que tu ferais comme maire? Merci, M. Bourdage. N'en déplaise à mon confrère Éric Dubé, je ne me comparerai pas à New Richmond au niveau des possibilités de développement économique ou de commercial industriel. Je pense qu'on comprend qu'il y a un pôle important à ce niveau-là. L'artère de la 132 est rendue qu'elle se développe au maximum. Le parc industriel s'en vient quand même assez bien. Il y a les entreprises locales qu'on trouve localement se repositionnent et progressent. Ça, c'est super intéressant. Du côté de la Grand Prix, écoutez, on cherche des solutions, ça c'est clair. On en a une dans notre tiroir actuellement. Puis cette solution-là, c'est de procéder à son aménagement, procéder à faire un wow pour justement attirer des nouveaux commerçants. On parle qu'il y en a qui ont fermé, mais il y en a qui ouvrent aussi. Il ne faut jamais oublier qu'il y a des commerces qui ouvrent. On a beaucoup d'entreprises à Bonaventure, surtout sur la rue Grand Prix. C'est ce qu'on appelle les solopreneurs. C'est des entrepreneurs seuls dans leur commerce qui fait vivre le commerce. Donc, puis malheureusement, les gens viennent qui s'épuisent. On a un travail à faire à ce niveau-là avec eux pour les accompagner du mieux qu'on peut, mais je pense que c'est plus les instances comme les MRC qui ont les ressources nécessaires. Donc, moi, mon rôle à ce niveau-là, c'est de les accompagner quand je suis interpellé aussi, pour aller les rencontrer. On a fait des rencontres avec les entreprises, les gens d'affaires régulièrement. J'ai laissé ça depuis 2 ans, vous comprendrez, on était dans une situation pas évidente. On en a refait à l'occasion. Mais de les rencontrer régulièrement, de les questionner, de les solliciter, de les expliquer ce qu'on peut faire aussi. Mais je vous dirais que dans pas long, on va en voir émerger des entreprises. Il y en a beaucoup qui viennent nous rencontrer, qui ont des projets. Il y en a un qui devrait incessamment, si on peut arrêter de faire des dérogations mineures, on devrait réussir. Puis ça se trouve être dans l'ancien rendez-vous. Donc il y a un beau projet là. Il s'en vient ce projet-là. Okay? Ça va faire, je vous dirais, un beau wow avant de rentrer dans le village. Finaliser l'entrée du village, ça va juste nous aider à capter l'attention avec une bonne indication, les gens vont rentrer. Mais c'est les commerces qui vont attirer les commerces. Donc, je vous dirais, il y a plein de discussions avec des bâtiments actuellement qui ne sont pas utilisés, qui sont en train de voir à organiser, à vendre ou à aller chercher des programmes et des entreprises à rentrer dedans. Ça existe, on l'a actuellement. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir avec des projets. On parle d'huile essentielle. D'ailleurs, ça voit le jour actuellement, ça. Les petits fruits là, dans la route Thomas Brook, c'est toutes des belles petites entreprises qui sortent. On est du côté de l'agriculture. Les huîtres, c'est la même chose. Mais au niveau du centre-ville, c'est des petites entreprises qui émergent. Donc, ça, pour nous, c'est plutôt travailler sur l'amélioration de notre infrastructure qu'on a. Et là, veut pas, ça va inciter les gens à s'améliorer. On sera là pour les accompagner quand ce sera le temps. Les MRC seront là pour les accompagner aussi. Ce sera notre rôle de les soutenir et de les accompagner à ce niveau. Puis en passant, moi, j'adore aussi la ville de Bonaventure. Ça répond à votre question, M. Bourdage? Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, monsieur? Oui, on est allé des mains. Merci bien, André Babin, citoyen de Bonaventure. Je voudrais amener une petite correction. Comptant 67% du territoire zoné agricole à Bonaventure, ce n'est pas 67% cultivable. Non. Vous entendez, là? Je ne sais pas, il y a une grande partie du territoire agricole. Ouais, c'est des terres à bois, là. Oui, c'est des terres à bois, parce que quand on a zoné agricole, on a tout zoné, et ensuite on dézone par partie à ce moment-là. Mais c'est pas... Un autre point, l'église de Bonaventure, j'amène quelques points. L'église de Bonaventure, il y a 10 ans, la ville a donné un mandat à M. Claude Goulet pour faire une étude pour un lieu culturel à Bonaventure. Et ce qui a été proposé, qui a été retenu, c'était un projet qui s'appelle le Navire, qui était le musée
Dans le fond, ça comprenait le musée, le théâtre de la Petite Marie, la bibliothèque et un groupe d'artistes à ce moment-là. Je sais que présentement, je siège sur ce comité à ce moment-là. On sait qu'il y a eu, ça dévie vers autre chose. C'est vrai qu'on n'a pas de salle de spectacle à Bonaventure. On n'a pas de lieu de diffusion. Je crois que Paspédiac en a un, New Richmond en a un à ce moment-là. Et je voudrais savoir, moi, dans un futur développement, OK, de lieux culturels, est-ce que la Ville est prête à s'embarquer financièrement? Parce qu'on a été dans des projets, par exemple, le Bioparc ou autre, quand le fédéral et le provincial viennent, ils posent la question, est-ce que la Ville vient à ce moment-là? Savoir au niveau culturel si vous êtes prêt à investir. Et les recommandations au niveau de l'Église de Bonaventure, on ne peut pas modifier l'intérieur. C'est une église qui est reconnue patrimoine. Donc, à ce moment-là, j'ai déjà fait des présentations. Je suis allé à la présentation de Philippe à ce moment-là. Ce n'est pas des lieux pour de la diffusion. Le son ne porte pas bien dans les églises, sauf quand il y a une personne en avant avec un micro qui est pur. Mais quand on arrive avec des groupes ou quoi que ce soit, c'est le son, parce qu'on a trop de profondeur à ce moment-là. Mais je voudrais savoir, moi, est-ce que la Ville est prête à investir dans un lieu de diffusion? Ce n'est pas une salle de spectacle, parce que ça ne passera jamais, ça s'appellerait un centre de création de diffusion à ce moment-là. Je vais me permettre de répondre en premier, parce que la réponse, on est porteur de dossier actuellement. Donc, la Ville porte le dossier pour les organismes, pour le musée des théâtres de la Petite Marie, théâtre de la Petite Marie. Donc, effectivement, oui, on est à l'intérieur du plan de financement. Donc, on est partie prenante du projet. Donc, vous êtes prêt à investir, vous allez investir, c'est la question, M. Babin. Bien, tout à fait, parce que la bibliothèque est là. Donc, on travaille, nous aussi, on est partenaires dans ces trois entités qui sont dans le projet actuellement. En raison de la bibliothèque, on est là. S'il y a d'autres choses, il y a d'autres éléments complémentaires à faire, on va regarder comment est-ce qu'on peut travailler. Mais déjà, on est dans le projet. C'est juste qu'il n'est pas terminé. Il a pris, comme vous dites, plusieurs orientations. On parlait d'espace culturel, on a transféré vers un projet qui est le navire, qui est plus une salle de diffusion, mais aussi le musée a besoin de beaucoup d'espace. Le théâtre de Petite Marie a besoin aussi d'un endroit pour pouvoir faire la diffusion de leur spectacle. Bon, ils sont rendus quasiment sur 6 mois de présentation. Là. Fait qu'effectivement, on est partenaire, oui, du projet, actuellement. M. Poirier, vous êtes d'accord aussi avec une participation de la Ville dans le développement? Bien, comme M. Audette le mentionne, le projet navire, bon, vous l'avez dit aussi, M. Babin, ça fait 10 ans que c'est mis sur la table, ça? Le mandat avait été donné il y a 10 ans à M. Audette. OK. Pour faire des lieux, pour déterminer un lieu de diffusion. Culturel. OK. De création de diffusion. Ouais. Et on a analysé l'église, Ouais. le centre Bonaventure. Moi, je pense qu'on devrait encore analyser l'église. Oui, parce que vous avez raison, ça a été nommé patrimoine culturel, je pense que c'était en 2012, en vertu de la loi sur le patrimoine du Québec. Là. Mais je pense qu'il faut encore analyser l'église parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, M. Babin, dernièrement, à Carleton, il y a eu un spectacle dans l'église, je pense que il y a eu 3 représentations. Des charbonniers de l'enfer, c'est pas rien, dans l'église. Puis, je veux dire, moi, j'ai vu passer ça, puis c'était juste des bons commentaires, hein, fait que le son devait être top. Hein. On ne peut pas, dans une église comme Bonaventure, je suis peut-être d'accord avec vous, si c'est patrimoine culturel, commencer à faire des murs, puis non, mais peut-être qu'il y a moyen de placer des rideaux, peut-être qu'il y a moyen, ça pourrait devenir une salle multifonctionnelle super intéressante. Super intéressante. Puis je pense que c'est un lieu qu'on doit partager, c'est un lieu où on doit se rassembler, puis là, c'est plus le cas depuis plusieurs années. Puis là, je ne veux pas choquer personne, je veux dire, qui va pratiquer sa religion à l'église, là, mais c'est la réalité. C'est des quelques dizaines de fidèles qui vont là, puis c'est un lieu qui devrait redevenir un lieu de partage, puis une belle place pour faire des événements culturels, une très belle place pour faire le top, pour moi, ce serait le top. Ça répond à votre question, M. Babin? En partie? Plus ou moins, parce que les banques. On sert leur site. Il faut les enlever. La dernière époque, ça nous avait des indulgences. Ouais.
Il y a eu une époque où on les vendait aussi, hein. Les salles de spectacle sont garanties. Je comprends. Il y a certains spectacles qui peuvent se prêter des chorales, oui, des chanteuses normales, des voix. Et quand on arrive avec des instruments, c'est pas toujours facile. Hey, on me répond une question. Les études ont été faites, ça a été, il y avait eu des recommandations, et 10 ans plus tard, on n'a pas au même endroit. Ouais. Les deux candidats sont prêts à s'investir financièrement. Alors, on a une autre question, monsieur, s'il vous plaît, bien, vous nommez s'il vous plaît. Oui. Bonjour, moi c'est David Girard, je suis aussi candidat comme conseiller. Je vais revenir sur la question de l'environnement. Vous avez mentionné tous les deux tout à l'heure que la Ville n'a pas de plan pour l'environnement. Je pense qu'une des choses à faire, premièrement, c'est d'avoir un plan pour l'environnement parce qu'on est vraiment face à une crise climatique. Puis si on veut être sérieux là-dessus, bien, il faut avoir un plan. Il y a des choses que la Ville peut faire facilement, à mon avis, comme prendre position contre l'exploitation des hydrocarbures, décider de retirer l'usage des pesticides sur les terrains municipaux, des choses comme ça. Il faut avoir un plan, puis il faut travailler ensemble. Puis si on veut avoir une gestion saine de l'environnement, bien, il faut avoir un plan. Il faut vraiment que la Ville le fasse, ce travail-là. On ne peut pas juste avoir une gestion qui va, selon le projet, ben, on voit le côté environnement où on improvise en fonction de, bon, il y a des gens qui se construisent sans avoir de permis, puis là, on va voir après, puis on légifère, mais je veux dire, il faut avoir un plan pour être sérieux puis être efficace aussi. Parce que là, je pense qu'on n'est pas très efficace comme municipalité sur la gestion de tout ce qui concerne l'environnement. On parlait des égouts là, qui se vident dans des chalets qui se vident dans la rivière. Je veux dire, si on a un plan sérieux, on va avoir... On n'a pas parlé de ça, là. Non, mais ça a été évoqué, là. Je pointe personne, mais ça a été évoqué. Je veux dire, si on a un plan sérieux, je pense qu'il faut qu'on le fasse, ce travail-là, comme municipalité, pour justement avoir une bonne politique environnementale. Avez-vous l'intention de travailler sur un plan environnemental, sur un projet, sur quelque chose à long terme? Bien, moi, je vais me permettre, moi, je l'ai mentionné tantôt, on a déjà des politiques, des obligations au niveau du gouvernement qu'on doit agir. On le fait au niveau de la protection de l'eau potable, donc on le fait. C'est pour ça qu'on a mis autant d'énergie et d'argent aussi à ce niveau-là. On va le faire au niveau de la politique sur la rivière avec un encadrement au niveau des règles, on appelle l'anciennement c'est le QR22, au niveau des règles environnementales avec les champs d'épuration, les fosses septiques. Donc ça, on va le faire, ça fait partie de nos actions qu'on va poser. Puis après ça, tout l'autre volet qui est les saines habitudes de vie, pour moi, voilà, on ne veut pas, on va favoriser les déplacements autres que par véhicule. À ce moment-là, on va encourager. Mais effectivement, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas dit qu'on ne le regardera pas. Moi, je pense qu'on aura à travailler avec le prochain conseil, à savoir si ça fait partie des volontés de mettre des choses en place. On a beaucoup de choses à mettre en place. Je dirais que ce qu'on appelle le caseload est pas mal chargé, mais il reste qu'on pourra le regarder, il n'y a aucun problème. Sauf qu'on n'a pas de position ferme. La MRC a des positions, on prend des positions avec la MRC conjointement. Mais la Ville n'a pas donné nécessairement de position ferme au niveau des hydrocarbures ou ces éléments-là. M. Poirier. La province, je pense, a donné une position ferme au niveau des hydrocarbures. La réponse est non. Hein. Je me trompe peut-être, mais c'est dernièrement, j'ai entendu le premier ministre Legault dire « c'est fini les hydrocarbures, la recherche des hydrocarbures ». Vous avez raison. N'est-ce pas, Mme Garon? Oui. À un moment donné, il faut séparer les juridictions. Là. Nous autres, on est une municipalité, on a un gouvernement québécois là, qui eux autres, ils en ont un plan de l'environnement. Les autres, ils en ont un. Puis nous autres, si on n'en a pas, on a quand même un souci. Je veux dire, j'ose croire qu'on a un souci de protection de l'environnement. Mais il reste que, David, hein, c'est ça, M. Girard, bon, il reste que, écoutez, vous savez, nous autres, les Nord-Américains, là, on est les plus gros faiseurs de vidange au monde, hein. C'est 800 kg par personne par année. À 8,4 millions, ça fait, je pense, c'est presque 7 milliards de kilogrammes de vidange par année, là. Tu sais, là, il y a de l'éducation à faire, il y a un changement de comportement à adopter. Là, c'est le fun, dernièrement, on a eu la nouvelle que les industries Jaffa à Saint-Alphonse allaient récupérer des matières qui étaient destinées au site d'enfouissement pour les réutiliser, pour les revitaliser. Ça, c'est une maudite bonne nouvelle. Je comprends, M. Ouellette, il disait
plus qu'on a de tonnage de vidange, moins ça coûte cher. Mais là, ça, c'est moins bon de penser comme ça. Je ne veux pas dire qu'on va créer plus de vidange, dans ce sens-là. On ne veut pas, tu sais, que je comprends peut-être que ça coûte moins cher, plus qu'on a de vidange, moins ça coûte cher. Mais là, ça c'est peut-être une idée qu'il faut s'enlever de la tête. L'idée, c'est de réduire notre consommation de vidange. Je vais préciser, Benoît, on ne veut pas créer plus de vidange, on va aller chercher des contrats d'ailleurs. Ça va? Est-ce que ça va, M. Girard? Non. Juste une petite précision, oui, c'est une bonne chose quand le provincial prend des décisions, prend position sur des choses, mais comme municipalité, on peut quand même aussi aller de l'avant. Il y a des municipalités qui sont plus à l'avant de nous sur l'environnement, qui prennent des positions fermes. Là, je parlais de l'usage des pesticides, là j'abordais les hydrocarbures, mais on peut être plus proactif, pas attendre que les gouvernements légifèrent à notre place. On peut être un exemple, on peut donner un modèle aux autres municipalités, on peut suivre l'exemple d'autres municipalités qui sont plus à l'avance. C'est mon commentaire. Si je peux me permettre, moi, je ne fais pas de commentaires sur ces éléments-là parce que je sais qu'on a des règlements qui encadrent certaines choses. Ça se peut que ça le prévoit déjà. Fait que c'est pour ça que je ne m'avancerai pas sur ces éléments-là. Merci, M. Girard. Nathalie Martin, résidente de Bonaventure-Est, qui aime la ville de Bonaventure d'un amour inconditionnel. Et on dirait que M. Girard et moi, on s'est parlé avant parce que question environnementale aussi, parce que ça me préoccupe. Et effectivement, moi, j'allais commencer en disant « Ah, vous n'avez pas de plan environnemental. » Et sachant différents sujets dont vous avez parlé, vous êtes vraiment pro, développement, vous dites même construisez. Hein? Et quand on sait que l'impact le plus gros, deux des secteurs les plus gros comme impact environnemental, c'est l'habitation puis le transport. Alors je me dis, si vous dites que vous êtes beaucoup dans la croissance, on n'a pas parlé de décroissance ici ce soir, vous êtes vraiment plus dans la croissance, puis dans le développement, puis dans la construction. Sachant que la construction a un impact énorme environnemental, et qu'il y a des méthodes de construction qui sont beaucoup moins nocives que d'autres et des bâtiments qui sont beaucoup moins nocifs que d'autres et qui sont éco-énergétiques et qui, quand ils sont bien conçus, sont bien construits, dépensent à peu près pas d'énergie et en ramènent même. Est-ce qu'il est possible pour un maire que vous serez ou que vous continuerez à être, est-ce qu'il serait envisageable pour vous d'avoir un impact auprès que l'urbanisme de la ville ait un impact directement sur la construction de ces bâtiments-là? C'est-à-dire dans la décision de qu'est-ce qui va être construit, comment ça va être construit. Je vois encore des maisons se construire partout avec aucune fenêtre au sud. Il y a quand même des absurdités, là, pour quelqu'un de très conscient comme moi sur le bâtiment écologique, avec certaines formations aussi qui me permettent de regarder ça du coin de l'œil et de faire comme « Oh là là! » Il y a quelque chose ici là, qui n'est pas 2021. Alors, est-ce que je pourrais compter sur vous, comme futur maire ou comme continuité, M. Audette, pour avoir un impact, parce que vous semblez être sensible à ça, à l'environnement, mais est-ce que je peux compter sur vous pour avoir un impact dans ce secteur-là qui est si nocif pour l'environnement, qui peut l'être? C'est intéressant. Puis même, je vous dirais que si je reprends juste le projet du centre récréatif des Jardins, on est allé par appel d'offres qui se trouvait être un clé en main. Là. Puis ma plus grande peine, c'est de ne pas pouvoir la réaliser en bois. Parce que les coûts de construction dans les structures peuvent s'apparenter, ce qu'on entend. Mais c'est des modèles complètement différents au niveau de tout le bâtiment. Donc, on aurait eu un projet complètement différent, c'est bien évident. Puis, bon, pour les coûts qu'on avait, on a rentré à l'intérieur du projet que vous a demandé. Je vous dirais que ce qu'on parle là, ce serait des choses qu'on aurait à mettre en place, ce serait peut-être des secteurs aussi, à regarder, à commencer à sensibiliser dans notre règlement au niveau du schéma d'aménagement, de regarder comment est-ce qu'on pourrait sensibiliser les gens à cette formule-là. Là, pour l'instant, on est, je vous dis sincèrement, on n'est pas dans cette orientation-là. On n'est pas fermé à le faire parce qu'on s'en va de plus en plus vers là. Les gens par eux-mêmes le font aussi, on le voit. On le voit qu'ils prennent des initiatives. Vous voyez celle qui n'a pas de fenêtre au sud, mais on en voit aussi qu'il y a des gens qui construisent de façon réfléchie et éco-énergétique.
Mais je vous dirais qu'on pourrait tout installer ça, commencer à inciter à regarder des programmes. C'est quelque chose qui serait intéressant. Oui, je suis beaucoup dans le développement parce qu'on a beaucoup de récupération à faire, on a beaucoup de choses à faire. Puis les gens demandent des terrains, demandent des secteurs de développement. Mais je dirais qu'il y a des secteurs qu'on pourrait regarder à l'intérieur des programmes parce que c'est certain qu'il y a des choses qui existent. Il y a des incitatifs qui sont présents pour pouvoir soutenir, parce que ce n'est pas tout le monde qui va investir là-dedans. Dans cette conscience-là, eux, il y a un coût aussi à l'occasion, ça dépend de la façon dont on réfléchit. Donc, on n'est pas fermé à l'idée, mais ça pourrait se faire à l'intérieur d'un PIA, ça pourrait se faire à l'intérieur d'une réglementation qu'on peut amener, mais il faut le réfléchir. M. Poirier. Moi, je pense que j'ai écouté, je trouve ça bien intéressant. Ce qui me vient à l'idée, c'est information. Est-ce qu'on serait responsable à la ville, plus précisément, de donner de l'information aux gens ou de faire un règlement et lui dire non, ça, tu ne peux pas bâtir ça, là, j'ai de la misère avec ça parce que on est déjà les règlements sont déjà très contraignants. Mais est-ce qu'on a une responsabilité d'informer les gens? Oui. On pourrait, par exemple, à des gens qui veulent se bâtir, s'assurer qu'ils ont toute l'information pour bâtir un bâtiment davantage éco-énergétique. Ça, je suis d'accord. Ça, je pense qu'il y a de l'information qu'on peut transmettre au travers de l'urbanisme, puis être proactif de ce côté-là. Ça, oui, ça, je suis d'accord avec ça. Il y a beaucoup d'informations qu'on reçoit et qu'on met au bac de recyclage aussi. En tant que ville, si on prend sa position en tant que ville verte, avec un plan environnemental fort, ça peut, c'est ça que je vous demande en fait. Si vous vous positionnez en tant que maire avec un plan environnemental fort, est-ce que vous pourriez aller jusqu'à prendre des décisions en disant, dans notre ville ou dans notre secteur, on ne construit pas de bâtiments qui ne soient pas éco-énergétiques, oui. Qui doivent répondre à une certaine norme éco-énergétique. Oui. Je pense que la réponse a été assez claire. Je pense que c'est non. On s'entend. Écoutez, moi je pense que peut-être qu'on n'est pas rendu là encore. Ouais. Peut-être que vous êtes avant votre temps. Mais je veux dire, je comprends votre questionnement, puis je comprends l'importance de tout ça. Puis bon, j'ai travaillé pendant 15 ans pour Hydro-Québec, puis je sais qu'on est un gros consommateur d'énergie, puis il faut trouver des manières d'économiser l'énergie, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Puis si quelqu'un, je veux dire, vous dites, on a de l'information, mais on les jette aux poubelles, tu sais. Ben ça, nous autres, c'est plate, mais au recyclage, tu sais. Bon, c'est plate parce que, à un moment donné, on n'est pas vraiment responsable de chaque individu, hein. Mais, par exemple, la journée où un individu un citoyen vient demander un permis de construction à la ville, ben peut-être que c'est à ce moment-là qu'il faut donner l'information et informer les gens. Je pense qu'on a le devoir d'informer les gens. Puis l'autre chose que je voulais dire pour finir, je pense qu'on devrait aussi faire une recherche. Qu'est-ce qui se fait ailleurs au niveau de plan environnemental par des petites communautés comme Bonaventure? Je pense que c'est important de faire cette recherche-là parce que ça peut nous donner une idée, puis on pourrait se positionner plus spécifiquement sur la question de l'environnement. Merci beaucoup, Mme Martin. Est-ce qu'il y a, sans avoir de commentaires, mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais prendre une dernière question de la salle. Puis s'il n'y en a pas, je vais passer le micro à M. Bobin. C'est quelqu'un d'autre qui avait une question? Oui, monsieur, dans le fond, je vais passer le micro à lui. Ensuite, il est 20h33, donc je vais faire mon bout de chemin. Vous savez que partager le micro en période de pandémie, c'est... Oh, je me suis lavé les mains en entrant. Je me suis désinfecté en entrant. Les mains, oui. Écoutez, moi, je suis bénévole sur un comité aussi de la réflexion de la rue Grand Prix. Puis ça, je pense qu'un projet qui est en cours, puis qui va sûrement aider, en tout cas, à la revitalisation de la rue avec une meilleure circulation, autant vélo que piéton. Mais ma question, c'est aussi par rapport au commerce. Tu sais, on sent qu'il y a un petit peu de digitalisation, puis on sait que ce n'est pas un problème facile à régler. Puis je comprends qu'une ville comme Bonaventure ne peut pas avoir un agent de développement économique comme, mettons, la MRC peut l'avoir pour aider les entrepreneurs. Mais est-ce que ça serait possible de penser à plus d'accompagnement des promoteurs lorsqu'ils se présentent à l'hôtel de ville pour avoir des renseignements, pour voir, tu sais, ou trouver une forme d'incitatif des fois pour les aider
à revitaliser la rue Grand Prix. Puis je suis d'accord avec le commentaire aussi de qu'il n'y a peut-être pas. Je pense qu'une pancarte qui dirait centre-ville. Elle est là, actuellement. Et là, bon, puis tu sais, je la veux plus parce que. Non, centre-ville, il faut spécifier commerce, service. Oui, mais tu sais, centre-ville, là, il y en a partout dans le monde. Oh, tu vas en Europe, un centre-ville, ça veut dire que tu retrouves l'essentiel de ce qu'il faut pour consommer. Mais moi, ma question, c'est est-ce que ça serait possible de penser à plus d'accompagnement là, pour les promoteurs là, qui veulent arriver à Bonaventure? Bien, premièrement, je vais répondre à ça rapidement. Centre-ville, là, on a la pancarte, mais c'est parce qu'on a des règles à respecter au niveau du ministère des Transports. Encore là, la 132 ne nous appartient pas, elle appartient au ministère. À moins qu'on revienne à notre carrefour giratoire des années 50, là, on aurait plus de possibilités, puis on serait capable de les faire remplir facilement, mais ça, on n'a pas cette opportunité-là. On est très, très, très contraint au niveau de l'affichage, vraiment Grand Prix et les 132. Au niveau de l'aide aux entreprises, donc tout nouveau promoteur qui vient s'installer à Bonaventure passe par l'urbanisme. Ceux qui passent à l'urbanisme, ils rencontrent moi et le directeur général. Donc, on les rencontre, on va vraiment au fond de leur projet, on discute vraiment jusqu'à où ils sont allés au niveau de la recherche de financement, au niveau des partenaires financiers, au niveau de tout ce qui est la notion environnementale aussi à respecter, toutes les règles d'urbanisme qu'on a. La première chose que je leur dis, c'est l'individu qui est là, il est là pour vous donner des contraintes, puis je parle de l'urbanisme. Parce que c'est sa job d'amener les éléments qui encadrent, ça vous en êtes témoin aussi, là, les éléments qui encadrent un projet. Ça fait partie de son travail de nous les amener, de nous les faire sortir, parce qu'on travaille dans ce projet-là. Donc l'accompagnement au niveau des entrepreneurs, ça fait partie de mon travail. Je le fais au niveau de les diriger vers les instances qui soutiennent les entrepreneurs. Et aussi, je le fais au niveau politique, dépendamment de l'influence ou tout simplement, le rôle que je peux jouer, c'est d'aller chercher un petit peu l'avancement des dossiers, dépendamment des secteurs, que ce soit au niveau de l'environnemental, au niveau des aides financières. Je suis là pour les accompagner, c'est le rôle que je fais. Mais je n'ai pas nécessairement contact avec l'ensemble. Parce qu'il y en a aussi qui partent sans venir nous voir. Là. Donc, tu sais, fait que ça, il faut les récupérer à ce moment-là. C'est plus ceux qui sont dans une phase, je vous dirais, où on se questionne si on continue ou on ne continue pas notre business. Ça, c'est plus ceux-là qu'il faut les récupérer. Puis ça, il y en existe. De l'aide, c'est la MRC qui l'offre. Donc, c'est à nous autres à les envoyer, à les soutenir et les envoyer là. Mais ça, pour ça, il faut les rencontrer régulièrement. Il faut aller les voir régulièrement. Puis c'est un peu le rôle que je me suis donné depuis les 2 derniers mandats. M. Poirier. Est-ce que je ne veux pas me faire traiter de négatif par M. Bordage, mais la rue Grand Prix, est-ce qu'on peut, quand je dis que tout va passer par la réfection de la rue Grand Prix, je pense que c'est vraiment ça. La rue Grand Prix, on est très, très restreint, c'est une petite rue, c'est cadastré, ça a été cadastré dans le temps des chevaux et des calèches, tu sais. On est pris avec ça. Comment qu'on peut faire pour faire une rue qui est sécuritaire et qui est invitante, pour faire une rue qui est attrayante? Je pense que ça va passer par là, mais je suis certain qu'on peut faire des choses en attendant pour améliorer notre sort pour les commerçants de la rue Grand Prix. Puis là, ça passe par l'affichage. Je comprends M. Audette dit qu'on est restreint un peu avec le ministère des Transports, c'est pas notre rue, la 132, mais on voit ça ailleurs, tu sais, des pancartes bleues avec le petit, par exemple, le petit signe qui a un garage, tu sais, c'est des petits signes comme ça qui a de la restauration. Je veux dire, c'est le minimum qu'on pourrait faire. Puis ça, je pense que ce serait facile de le faire. Puis l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est qu'à Bonaventure, on n'a pas de, comment je pourrais dire, une genre de petite carte un peu là, faite par un graphiste là, qui nous dit, bon, voici le village de Bonaventure, parce qu'on ne le voit pas quand on passe à 132, le village de Bonaventure. Voici le village de Bonaventure avec ses commerces, avec ses services sur la rue Grand Prix. Un petit quelque chose de papier, je sais que le papier aujourd'hui, c'est sûr que ça peut être sur le site de la ville, là, mais je pense qu'il y a encore une importance, le papier. On a ça dans les mains, on dit, ah, OK, là, il y a une boulangerie, là. Tu sais, c'est quelque chose de simple, peut-être pas très, très coûteux, puis qui pourrait nous aider les commerçants. Bien. Merci, M. Poirier. Merci.